Alors, pour illustrer un peu ces deux révolutions en Russie de mars et novembre 1917, vous avez sur votre gauche une photo du tsar Nicolas II. Un tsar, ça vient en fait finalement, c'est la traduction russe du mot César, hein, qui en allemand donne le mot Kaiser, c'est l'empereur. Donc l'empereur Nicolas II qui est fait prisonnier, donc après son abdication en mars, et qui finalement sera exécuté par les bolcheviks après la seconde révolution, celle de novembre. Alors, les bolcheviks, je vous ai dit, sont dirigés par deux grands leaders qui s'appellent Lénine, ici en train d'arroguer, de parler à la foule à Pétrograd, c'est-à-dire l'actuel Saint-Pétersbourg. Pétrograd qui veut dire en russe la ville de Pierre, Pétro, Pierre. Comme vous connaîtrez, vous avez entendu parler lorsque vous étiez en troisième de la ville de Stalingrad, qui est la ville de Staline. Et puis ici, le petit personnage moustachu, là, eh bien, il s'appelle Léon Trotsky, donc c'est le chef de l'armée rouge qui mourra en exil à Mexico en 1940, si mes souvenirs sont bons, parce qu'il s'était heurté notamment à Staline lors de la succession de Lénine et il avait dû s'exiler ou bien de toute façon il aurait été exécuté. Voilà pour ce qui est des révolutions russes qui ont donc contribué au fait que la Russie se retire du conflit et plonge les Alliés dans une situation extrêmement périlleuse, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, à partir de janvier 1918, eh bien, les Allemands se retrouvent débarrassés du front de l'Est et ils vont donc déplacer toutes leurs troupes qui étaient mobilisées à l'Est. Eh bien, ils vont les développer sur le front de l'Ouest. Et donc, à partir de mars 1918, symbolisé par cette carte et par les flèches. Vous voyez là, à partir du 21 mars, vous voyez les flèches vertes qui indiquent l'offensive allemande. Donc les Allemands se lancent à cœur perdu dans la bataille et ont pour objectif notamment de franchir la Somme, la Marne et de foncer sur Paris. Donc ce sera la deuxième bataille de la Marne, mais les Allemands connaissent un échec de leurs offensives, un échec qui est principalement dû à deux facteurs, hein, des problèmes de transport de troupes hein, notamment, et de transport aussi de ravitaillement. Donc les troupes ne sont pas assez transportées rapidement et sont mal ravitaillées. Et les territoires que vous voyez qui ont été conquis par les troupes allemandes, ici, ce sont des territoires qui correspondent grosso modo à des zones de no man's land, hein, des zones qui ont déjà été largement retournées par les bombardements et les conflits des 3 années précédentes, des presque 4 années précédentes. Et donc, ce sont des zones de peu de valeur, alors que finalement, les villes hein, que vous voyez autour, hein, Amiens, Meaux, Reims, Verdun, ont été bien défendues par les Alliés. Et donc, les Allemands n'ont pas pu, en quelque sorte, euh, pouvoir se recharger en ressources qui auraient été indispensables pour continuer d'avancer. Finalement, à partir de fin avril, vous pouvez vous apercevoir par les flèches rouges, non, un peu plus tard, pardon. Dans un premier temps, donc les troupes allemandes vont être bloquées à partir de fin avril, elles vont commencer à être bloquées. Et puis les Alliés vont attendre que les troupes américaines s'engagent massivement à partir d'août. Et là, par contre, à partir d'août, donc symbolisé par toutes les flèches rouges, là que vous voyez cette carte, eh bien, c'est la contre-offensive alliée qui va repousser les troupes allemandes jusqu'aux frontières de la Belgique et aux frontières de l'Allemagne. Et à ce moment-là, eh bien, le nouveau gouvernement qui a été installé en Allemagne, car il y a eu une révolution qui a renversé le Kaiser, hein, le Kaiser Guillaume II, et bien, le nouveau gouvernement allemand va signer l'armistice, c'est-à-dire l'arrêt des combats avec les représentants des Alliés. Donc ça va être à 11 heures le 11e jour du 11e mois, donc à 11 heures le 11 novembre 1918, vous avez les clairons qui, sur tout le front, vont faire sonner leur trompette hein, pour indiquer à tous les soldats que c'est la fin du conflit. Et pour la petite histoire, hein, pour l'armée française, c'est un dénommé Trébuchon, qui était un sous-officier, si mes souvenirs sont bons,
qui a été le dernier, officiellement, hein, le dernier soldat français qui est mort. Alors, je crois il est mort à 10h59 ou 10h58, donc il n'a pas eu de chance. Bon, ça, c'est la version officielle hein, pour faire joli, mais dans les faits, les soldats qui sont morts souvent le 11 novembre, eh bien, leur date de décès qui a été indiquée sur leur acte de décès a été reculée de plusieurs jours, du moins avancée de plusieurs jours, hein. On les a fait mourir le 7 ou le 6 novembre pour que ça provoque pas un traumatisme supplémentaire à la famille de voir que leur fils ou leur frère ou leur mari était mort le dernier jour à 2 heures de la fin du conflit. Bref. Donc tout ça pour vous dire que ça y est, la guerre est finie, comme le proclame la dépêche, et donc on assiste évidemment à des scènes de liesse, hein, la foule en délire va fêter cet armistice qui va être signé dans la clairière de Rotonde, non loin de Compiègne, au nord de Paris, clairière dont on reparlera pendant la Deuxième Guerre mondiale, puisque c'est là où le 22 juin 1940, Hitler se fera un grand plaisir de faire venir les représentants de l'armée française pour signer à son tour la capitulation, du moins l'armistice avec la France, et ainsi pouvoir prendre sa revanche. Et pour la petite histoire, puisque j'aime bien vous raconter des petites histoires, le wagon dans lequel il signera cet armistice en 1940, qu'il avait fait sortir d'un musée hein, pour le remettre au milieu de la clairière, qui était le wagon du général Foch, si mes souvenirs sont bons, eh bien, ce wagon, il va ensuite le faire transporter à Berlin, où il sera exposé aux yeux des Berlinois pour montrer un peu qu'il a réussi à prendre la revanche sur l'ennemi qui était la France et que les Berlinois peuvent contempler finalement le symbole de sa victoire sur la France. Et puis en 1944, quand les Russes seront, 1945, pardon, quand les Russes seront aux portes de Berlin et que la situation sera catastrophique pour l'Allemagne, eh bien Hitler ordonnera que ce wagon soit détruit pour que les Alliés ne puissent pas reprendre possession de ce wagon et ainsi de nouveau pouvoir se venger de cette défaite. Voilà. Alors pour conclure en 3 points sur cette première leçon sur la Première Guerre mondiale, hein, que ce soit les causes, les phases du conflit, ce qu'il y a à retenir, c'est que premièrement, ben, c'est un conflit qui est inédit, c'est-à-dire qu'il n'a jamais eu ce type de conflit par son ampleur géographique, hein, des guerres, vous savez qu'il y en a depuis que l'homme est homme finalement, mais une guerre mondiale qui va mettre en relation et pratiquement l'ensemble des continents, des terres immergées, hormis, on peut enlever l'Antarctique, mais on s'est battu en Asie, on s'est battu en Afrique, du moins, les pays américains ont participé à la guerre. Évidemment, on s'est battu en Europe. Donc c'est un conflit qui est inédit par son ampleur géographique. C'est un conflit surtout qui est inédit par l'intensité de ses combats, hein, l'utilisation massive de l'artillerie, l'utilisation pour la première fois des chars, l'utilisation des avions, l'utilisation des gaz, l'utilisation des grenades, des mitrailleuses. Bref, un conflit extrêmement moderne finalement, un conflit qui va être extrêmement mortifère, hein, avec un bilan d'à peu près 10 millions de morts chez les militaires et 6 millions de civils. Euh, Ce qu'il y a à retenir, deuxième point, c'est que c'est une guerre qui a été dans un premier temps essentiellement et fondamentalement européenne, mais qui va très rapidement devenir une guerre mondiale. Déjà, premier point, par l'entrée immédiate en guerre des empires coloniaux. Également par le fait que les puissances européennes avaient tissé un certain nombre de relations commerciales avec de nombreuses parties dans le monde hein, depuis 3 siècles. Je pense notamment ben, aux Américains justement, euh, et qui va entraîner finalement donc l'ensemble des populations mondiales dans ce conflit. Il est intéressant également de noter que ce conflit va commencer à marquer le déclin des puissances européennes, hein, puisque finalement, soit la France, l'Angleterre, l'Italie font partie du camp des vainqueurs, mais la France, par exemple, sort de cette guerre totalement ruinée. Ces pays ont dû faire des emprunts de guerre et ils ont fait à qui? Eh bien, à l'allié américain. Sauf que l'allié américain, lui, il a prêté son argent, mais il n'a subi aucun dégât, très peu de victimes. Le territoire américain n'a pas du tout été touché par le conflit, donc finalement, le grand vainqueur d'un point de vue économique, en tout cas, ce sont les États-Unis. Et puis enfin, dernier point, hein, ce qui est à remarquer dans ce conflit, c'est surtout l'intensité
de la violence, des combats, des dégâts, une forme de brutalisation qui va toucher qui a touché les sociétés européennes et qui va en influencer certaines durablement, hein. Je pense notamment à la société allemande, hein, qui va rester marquée par la brutalité de ce conflit. Euh, les dégâts qui sont la conséquence notamment des progrès scientifiques, hein, et économiques qui ont été réalisés durant toute l'industrialisation, hein. Si dorénavant on utilise de plus en plus d'acier pour les véhicules, donc on fait des véhicules de plus en plus modernes, c'est évidemment une conséquence des progrès dans la sidérurgie, du fait qu'on maîtrise davantage des aciers beaucoup plus résistants. Si on utilise des gaz, par exemple, comme armes, c'est évidemment parce que la chimie a fait d'énormes progrès, etc. Alors vous voyez que les progrès humains qui jusqu'à présent étaient vus comme quelque chose qui permettait comment dire, à l'humanité de s'améliorer, et bien tout d'un coup, l'humanité, elle se prend ça dans le visage que finalement, l'homme, par ses progrès, peut au contraire entraîner l'humanité dans des conséquences extrêmement violentes. Et ces conséquences extrêmement violentes vont avoir de nombreux impacts sur les sociétés post-conflit, qui vont être marquées notamment par une forte volonté du pacifisme pour certains, puis par aussi une forte violence, hein, car des hommes qui vont revenir après 4 ans de conflit où ils ont vécu les bombardements, la peur, la faim, la souffrance, certains vont revenir avec leur traumatisme, vont jamais quitter leur traumatisme, vont être aussi marqués par une forme d'habitude, d'accoutumance à la violence, ce qu'on verra notamment, par exemple en Allemagne avec les corps francs, ces espèces de milices constituées d'anciens soldats qui étaient des sortes de paramilitaires qui luttaient notamment contre les mouvements révolutionnaires ou les mouvements d'extrême gauche et qui ont contribué notamment à l'émergence du nazisme en Allemagne. Voilà pour ce qui en est pour cette première leçon sur la Première Guerre mondiale. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et votre attention.